je vous propose du coup que j'arrête mon écran et qu'on puisse passer aux échanges libres, si vous voulez. En tout cas pour ceux qui sont encore un petit peu dispo. Et donc là, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez lever la main avec les réactions Zoom. Comme ça, ce sera plus simple pour donner la parole. Hop. Bah, Lydie, à toi la parole. Et encore merci Damien pour avoir géré les micros. Oui, déjà merci beaucoup, c'était super intéressant. Je voulais juste revenir sur ce que tu disais sur le fait que les participants à la fin doivent pas être désespérés, à la fin par exemple d'une fresque du climat. Mais ça me paraît des fois impossible quand on voit la courbe du deuil, si on a entre guillemets réussi à les emmener en bas de cette courbe du deuil, c'est aussi à nous, dans le même atelier, de les emmener en haut. Ça me paraît un peu dur pour certains profils. Merci beaucoup Lydie. Là, j'hésite soit à donner la parole à d'autres ou soit moi-même à réagir. Bon, je vais peut-être réagir et si on voit quelqu'un voudra compléter, il pourra compléter. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est-à-dire que moi-même, j'ai beaucoup évolué et au début, c'était pas ça mon intention. Et ce que je constate, c'est que maintenant que c'est mon intention, et là, je l'ai fait par exemple chez EDF, c'est-à-dire que j'ai animé avec une néo-animatrice, enfin non, une animatrice qui avait déjà 20 animations, et j'ai fait ce feedback, et à la fin, quand elle a vu les mots qui sont sortis, en fait, elle a dit: «Ah, c'est possible d'avoir ça». Et donc, ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, il y avait 15 personnes. Effectivement, il y en avait une. Et du coup, cette personne-là, moi, je suis allé la voir après. C'est-à-dire que cette personne-là, son mot, c'était le moins positif de tous les mots qui ont été prononcés. Je suis allé la voir. Et effectivement, comme tu dis, elle est dans un passage où finalement, voilà, c'est comme ça, il y a une temporalité. C'est juste, moi, mon point, c'est de dire que si on n'a pas cette intention de les remonter, bah, il y a très peu de chances qu'on puisse les remonter. Alors que si on a cette intention, bah, ça permet que les personnes qui étaient prêtes à remonter, on puisse les remonter. Mais voilà, c'est juste mon point, c'est on n'est pas tout puissant, mais on peut déjà beaucoup. Et déjà, en ayant une intention claire, on pourra poser des gestes qui aideront à remonter. Et moi, vraiment, je peux témoigner de à quel point, par rapport au début, moi, les gens maintenant sortent énergisés, ce qui était moins le cas pour mes premières animations. Donc, merci beaucoup. Merci Lydie. François? Oui, merci pour la présentation, c'était top. J'avais une question sur les étapes pour favoriser la mise en mouvement. Donc, tu disais, conscience que le statu quo doit être changé, peut être changé et qu'on veut le changer. J'ai une quatrième idée en tête que j'utilise parfois, mais plus pour, je pense, plus pour les organisations. Je ne suis pas sûr que pour les individus, ça puisse marcher, mais je veux bien ton avis là-dessus. C'est en quelque sorte un peu le pari de Pascal, là, repris par Cédric. Pour faire court, c'est de toute façon, ça va changer en fait. Pour rajouter un quatrième truc, c'est ça va changer. De toute façon, si ce n'est pas le cas, on aura tous perdu et tous autant qu'on est là. Et donc, dans un monde qui de toute façon va changer, autant être leader et puis montrer le chemin et puis avoir un temps d'avance. Ça, je ne sais pas dans quelle mesure Alors, ça peut fonctionner aussi. Je commence à l'utiliser un petit peu, mais… bon, moi, je trouve que c'est impactant, c'est-à-dire que là, j'ai échangé avec un fresqueur assez récemment qui s'appelle Yann, peut-être qu'il est présent ce soir, je ne sais pas. Mais c'était cette idée à un moment donné, donc je lui avais partagé plein de trucs et il m'a dit, mais moi, en fait, le problème, c'est que je crois que j'y crois pas. Et effectivement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'impact de nos ateliers dépend quand même beaucoup de nous, notre congruence et de où on en est sur le sujet. Donc, si nous-mêmes, on est plombé, c'est compliqué de ne pas plomber les gens. Mais moi, globalement, ce que je lui ai dit, et globalement, j'ai l'impression que sa question, c'était de savoir, est-ce que j'y crois? Et si j'y crois, quelles informations j'ai à ma disposition qui me permettent d'y croire alors que lui n'y croit pas? Et moi, ce que je lui ai dit, c'est qu'en fait, je ne sais pas comment l'histoire va se terminer. Par contre, ce que je sais, c'est cette idée que tu dis, c'est-à-dire l'idée de prophétie autorisatrice. C'est-à-dire que si je n'y crois pas, forcément, ça ne se produira pas. Par contre, je sais à l'inverse que si j'y crois, il y a plus de chances que ça se produise. Donc en fait, autrement dit, je n'ai aucun intérêt, même rationnel, à penser que ça ne va pas se produire. Et donc moi, je dis, plutôt que le pari pascalien, je parle de prophétie autoréalisatrice. Donc, globalement, si on fait la prophétie que ça ne va pas marcher, c'est sûr et certain que ça ne marchera pas. Okay. Par contre, si on fait la prophétie que ça va marcher, on se donne les moyens parce que plus on va être nombreux à croire que ça va marcher, plus effectivement ça va marcher. Ok, merci. Ça répond à peu près? Bon, merci en tout cas pour ta question. Oui, c'est un peu comme en ski, on va là où le regard porte. Ouais. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que nous, la fresque de Novorossi, on essaie aussi de jouer alors, on fait le rapport utopie sur dystopie, c'est-à-dire qu'on part du principe que si on passe son temps à se raconter des histoires des futurs pas désirables, effectivement, comme on va là où on regarde, un peu comme à vélo, on augmente les chances d'aller vers un futur pas désirable. Et donc, nous, on dit que si on diffuse plus de futurs désirables,
on augmente les chances potentiellement de… Et en même temps, on joue sur la santé mentale, parce que si on se nourrit d'histoires tristes, malheureuses, etc., finalement, notre santé mentale, c'est compliqué. Donc, merci beaucoup, François. Alex? Ouais, merci Benoît beaucoup pour ta présentation. Ma question, elle est peut-être un peu précise. Je vais faire vite. Moi, en fait, j'ai un proche, bon, pour pas rien cacher, en fait, c'est mon père, avec qui j'ai beaucoup de mal et pourtant je fais vraiment tout ce que tu dis. Enfin, ça fait quelques temps que j'essaye vraiment d'aller sur la profession autoréalisatrice, etc., etc. Et il y a encore des gens qui me disent, ouais, mais en fait, ça pourrait être pire. On sait que c'est catastrophique, etc. Mais qui dit que le changement, ça ne va pas être Poutine, Bolsonaro, etc. Et j'ai du mal justement à trouver des changements systémiques à l'échelle d'un pays, etc. Alors j'arrive à trouver des changements à l'échelle locale, etc. Mais pas à l'échelle, on va dire, mondiale ou à grosse échelle. Et du coup, je me fais souvent rembarrer en me disant, non, mais ça pourrait être pire. Et déjà qu'on doit de vivre actuellement comme ça, même si, enfin bon, c'est horrible, mais même si c'est voilà, même si c'est un monde destructeur, etc. Et l'autre truc, c'est quand tu montrais les 10 tonnes pour arriver à 2 tonnes et tu disais, finalement, qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est les liens sociaux. Moi, ce qu'on va tendance à me dire, c'est oui, mais en fait, ça existait dans les années 50, etc. Et c'était la misère, les gens mouraient jeunes et on n'y arrivait pas. Et du coup, j'ai du mal encore à contrer tous ces arguments-là. C'est peut-être une question un peu précise. Alors, plusieurs choses. Moi, c'est un truc que j'ai appris notamment avec les travaux du GIECO, le GIEC sur le comportement. En gros, il y a un peu deux systèmes de fonctionnement cognitif, de fonctionnement cérébral. Il y en a un qui n'aide pas la transition et l'autre qui aide. Celui qui n'aide pas la transition, c'est le fonctionnement binaire. C'est le mode tout ou rien. C'est celui qui dit, là, par exemple, c'est l'exemple que tu as donné, en fait, c'est soit on continue dans la même direction, soit on revient en arrière. Mais l'humanité, elle n'est jamais revenue en arrière. C'est-à-dire que globalement, c'est toujours différent. On n'a jamais fait un copier-coller du passé. Et donc là, l'idée, voilà, c'est pour dire que là, typiquement, la personne que tu as en face de toi, elle est sur ce fonctionnement binaire qui est sur le mode tout ou rien, le même qui dit c'est soit plus 2 degrés, soit rien. Et en fait, tant qu'on est là-dessus, la marche elle est tellement haute que les gens ne se mettent pas en mouvement. Donc déjà, là, peut-être l'invitation, enfin, c'est pas évident. C'est-à-dire que moi, si je peux témoigner d'un truc, c'est que mes parents sont climato-sceptiques. En tout cas, on peut mettre différents termes, mais globalement, voilà, c'est compliqué. Et en fait, j'ai mis 3 ans à leur faire une fresque du climat. Je l'ai fait ce week-end-là. Et je me demandais ce qui allait se passer. Et globalement, en fait, déjà, ma victoire, c'est que ça a été un très bon moment. Alors qu'ils venaient avec énormément d'appréhension. C'est-à-dire qu'en plus de ça, ils étaient 4 et ils sont venus avec 2 amis qui étaient aussi climato-sceptiques. Et je le redis, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, moi, je l'ai fait plus aussi pour une expérience, pour savoir ce que ça allait donner. Mais je sais que en fait, mes parents sont dans des réseaux climato-sceptiques. Donc, en fait, mon expérience, aussi forte soit-elle, aussi intéressante soit-elle, après, ils vont revenir dans leur vie où ils sont avec leurs amis qui pensent la même chose. Donc globalement, moi, la bonne nouvelle, c'est que j'ai essayé de leur montrer qu'il pouvait y avoir un autre regard sur ces choses-là, et notamment en allant sur les côtés très humains, très psychologiques. Et donc, déjà, j'ai contribué à un changement de regard. Mais voilà, je n'avais pas des attentes énormes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que déjà, voilà, c'était juste, je voulais faire un témoignage comme ça. Donc, peut-être que, en tout cas, moi, c'est la posture que j'ai prise. On dit aussi, nul n'est prophète en son pays. C'est-à-dire que moi, je ne cherche. En fait, c'est pas ma cible, mes parents. Et je leur ai dit assez tôt. Je leur ai même dit, à un moment donné, vous êtes dans les réfractaires de la courbe du changement. En fait, vous changerez en dernier. Donc, en fait, je ne cherche même pas à vous changer. Vous. Donc, bon, ça, je l'ai dit quand voilà, j'étais pas hyper… bref, c'est un petit moment conflictuel. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en tout cas, je l'ai dit et je le pense. Mais en tout cas, la bonne surprise, c'est que ça peut quand même très bien se passer et ça s'est passé ce week-end. Mais ta deuxième question, je ne sais pas si c'était la question du précédent. C'est-à-dire que toi, tu manques de précédent, c'est ça, Alex? Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Enfin, des exemples, des exemples, c'est un peu plus génériques de choses qui se sont bien passées, peut-être, ça qui me manque. J'ai des exemples, je parle voilà, j'ai regardé récemment Utopie, etc., là, une série documentaire sur France Télévisions qui est intéressante, sur des bons exemples, mais il manque encore des exemples un peu plus à l'échelle généralisée, quoi. Moi, je sais que c'est notamment Sandrine Roudot qui parle un peu de ces exemples-là. Et les exemples qui reviennent un petit peu, c'est les premiers esclavagistes, les premiers qui étaient contre l'esclavage, pardon. L'autre exemple qu'elle donne, c'est les premières suffragettes, donc les premières femmes qui ont commencé à se battre pour le droit de vote et qui se faisaient cracher dessus au début. Et donc après ça, le droit de vote a été obtenu.
L'autre exemple, parfois, qui est donné, c'est celui des résistants. C'est-à-dire que là, quand on pense que tout est foutu, on peut juste essayer de faire l'exercice de projection mentale, de se mettre à la place des résistants au début de la Seconde Guerre mondiale et de se dire, en fait, dans quel monde ils pouvaient être pour croire que c'était possible. En fait. Enfin, voilà, en gros, c'est des petits exemples comme ça pour montrer, mais il y en a sans doute des tonnes, et moi, j'avoue que j'ai pas non plus creusé que ça. C'est juste… donc, je ne suis pas le mieux placé, donc si quelqu'un veut ajouter des choses, n'hésitez pas. Merci beaucoup en tout cas. Les 3 réponses ont été super qualitatives. Merci pour ton partage parce que je ressens à peu près la même chose pour mes parents. Donc, c'est top. Merci. Voilà. Merci à toi, Alex. Moi, j'ai un exemple. Quand je suis arrivée en France, très peu après, on a… je trouve pas toujours les mots français. On a banni qu'on puisse fumer dans les salles publiques. Moi, je croyais jamais que ça allait marcher en France. Et ça a marché. Il y avait beaucoup de réfractaires. C'est un super bon exemple. Et bon, vous la connaissez sans doute, mais je crois que c'est Schopenhauer qui dit « Toute idée révolutionnaire passe par… » Je crois que c'est 3 phases. C'est d'abord, c'est ridicule. Ensuite, c'est dangereux. Et à la fin, c'est évident. Donc là, la cigarette, c'était ça au début, mais c'était ridicule de penser qu'on pouvait interdire de fumer dans l'espace public. Ouais. Après ça commence à devenir dangereux, notamment pour l'industrie du tabac. Et puis après, c'est devenu évident, c'est-à-dire que maintenant, on ne se pose même plus la question. Enfin, moi, c'est l'inverse. Quand je vois quelqu'un fumer dans un espace public, enfin, dans un bar ou un truc comme ça, c'est là où je me dis qu'est-ce qui se passe. Donc, merci beaucoup pour ce partage, Diane. C'est super top. Ouais. J'ai un autre petit partage pour des gens réfractaires, mais qui peuvent déjà être convaincus un petit peu. C'est vraiment que quand on compare une construction en béton et des roseaux, l'un se plie et ne meurt pas, et l'autre, quand il y a un tremblement de terre, il tombe. Et c'est un petit peu ça. Ça, c'est le choix qu'on peut prendre. Plie-toi un petit peu. Et si on le fait tous, peut-être on ne doit pas briser ou casser. Question de la résilience, j'imagine. C'est la question de c'est résilience, adaptation, parce qu'on ne va quand même pas tout résoudre. Il va nous falloir de la résilience aussi. S'adapter à 1,8 ou 2 degrés, il y aura des conséquences. C'est cette phrase qui dit « il faut éviter l'ingérable et gérer l'inévitable ». C'est vraiment ce côté-là. Ouais. Merci beaucoup, Diane. Je vois qu'il y a Louis qui a levé la main. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. La transition est toute faite. J'allais justement poser des questions sur les piliers de la résilience. Ce que tu en pensais, et est-ce que tu en as peut-être parlé déjà dans le premier webinaire que j'ai pas suivi? Mais est-ce que du coup, ouais, tu en as parlé? Bon, alors je regarderai. Non, j'en ai pas parlé, Louis. Mais pour le coup, alors moi là, comme ça, ce qui me vient tout de suite comme ça en tête, et je laisserai partager d'autres personnes. Enfin, moi, c'est pas le sujet que j'ai le plus creusé, mais je sais qu'il y a Juliette Noël qui a développé la fresque de l'adaptation. Ouais, et donc, pour moi, à mon avis, elle est quand même pas mal sur ces sujets-là. Donc, c'est un peu ça que j'irai creuser en priorité. Ok, super. Merci. Merci pour ta question, Louis. Antoine? Oui, salut Benoît et merci pour la présentation, c'était vraiment super. J'aimerais bien juste revenir sur les ateliers, donc quand on est en fresque. J'étais déjà convaincu, mais maintenant encore un peu plus, de l'intérêt d'être conscient de tous ces mécanismes psychologiques et tout ça en tant qu'animateur. Ma question, c'est est-ce que tu vois aussi un intérêt de le dire presque explicitement dans le débrief, par exemple? Donc on a quelques outils comme le triangle de l'inaction ou la courbe du deuil qu'on peut montrer, et je trouve que ça, c'est très utile en animation de le dire, de le mettre, de pas juste l'avoir comme un outil secret d'animateur, mais de le dire vraiment très explicitement. Et est-ce que tu verrais d'autres manières d'expliciter la psychologie dans nos débriefs et tout ça? Alors franchement, je trouve que la réponse, elle est pas évidente. C'est-à-dire que typiquement, moi, le triangle d'une action, je le montre. Typiquement, quand je montre le triangle d'une action, je dis, moi, je tire 3 conséquences de ce triangle-là. La première, c'est qu'en fait, en tant qu'être humain, comme on n'aime pas changer, notre premier réflexe, quand on reçoit une information qui nous laisserait changer, c'est de se raconter une histoire pour ne pas avoir besoin de changer. Et là, en général, j'ai mes participants qui me font « Ah oui, ça, c'est vrai ». Après, la deuxième leçon que j'en tire, je dis « En fait, là, comme on doit faire une révolution aussi profonde que la révolution industrielle, il n'y a aucun être humain sur Terre qui a toutes les actions.
Chaque être humain en a. Après, évidemment que certains en ont plus que d'autres. Pareil pour les pays, c'est pour ça qu'on parle de responsabilité commune mais différenciée. Et la troisième, c'est que je dis, en fait, moi, je fais des fresques partout et je vois toujours cette impuissance. Et donc, globalement, ce que je dis, c'est que ce qu'il faut, c'est que collectivement, on change notre regard et qu'on passe, du coup, en fait, qu'on prenne conscience que tous les êtres humains ont du pouvoir d'agir parce que le système changera beaucoup plus vite si chaque être humain change de regard sur le fait qu'il n'est pas impuissant et qu'il a du pouvoir d'agir. Et même mieux que ça, c'est-à-dire qu'il peut faire des choses que personne d'autre ne pourra faire à sa place. Autrement dit, tout le monde est essentiel. Enfin, et donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas complètement tranché cette question de est-ce qu'il faut… C'est-à-dire là, par exemple, je le dis indirectement. Mais par exemple, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé est-ce qu'on peut se servir du lot 4 de la fresque des nouveaux récits pour leur montrer ce qui se passe en termes de dissonance cognitive, pour leur dire regardez, c'est ça qui va se passer chez vous. Et donc, faites attention pour ne pas tomber là-dedans. En fait, ça, parce que je pense que certains, ça marchera, d'autres, ça ne marchera pas. Donc, je n'ai pas de conclusion universelle. Par contre, effectivement, ce que j'essaie un peu d'introduire parfois, c'est cette idée un peu méfiez-vous de vous-même, quoi. C'est-à-dire que typiquement, moi, mes parents, ils continuent à dire oui, mais il y a plein de scientifiques qui disent, je leur dis, mais il y a quand même une question de base. C'est en fait, pourquoi est-ce que vous avez plutôt intérêt à croire les quelques scientifiques? En plus, vous n'avez même pas creusé plus que ça le sujet. C'est bien qu'à un moment donné, méfiez-vous de vous-même, c'est que vous êtes en conflit d'intérêts. C'est qu'en fait, ce qui dicte, ce n'est pas votre rationalité, c'est vos intérêts, en fait. Donc, c'est des questions psychologiques. Donc là, c'est plutôt dans des échanges un à un que je vais là-dessus. Mais dans mon atelier, peut-être que je le fais sans me rendre compte, mais je ne suis pas sûr de trop éclairer des mécanismes psychologiques. Parce qu'aussi, on a 3 heures et déjà, moi, elle est riche. Et pourquoi je fais une fresque riche? Moi, peut-être, je sais que certains se demandent comment je fais pour faire… C'est qu'en fait, je sais que tout ne va pas toucher la même chose. C'est-à-dire que devant moi, j'ai 15 personnes très différentes. C'est Alexis Miseri qui est pas mal sur l'énéagramme. Il parle de 9 profils. En fait, on a des profils tellement différents que si je ne donne pas des choses très variées, et donc je sais que tout le monde ne va pas tout retenir. Par contre, chacun pourra trouver la chose potentiellement qui va la marquer, va la toucher. Et c'est pour ça que j'en fais quelque chose d'assez riche à titre personnel. Mais voilà, Antoine, je ne réponds pas complètement, mais je n'ai pas tranché, moi, cette question de à quel point il faut éclairer. Non, mais si, tu as très, très, très bien répondu et merci pour ça. Merci, Antoine. Bonne aventure. Oui, bonjour. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Je me posais la question, enfin, je m'interrogeais sur une catégorie de personnes avec lesquelles j'ai un peu de mal à savoir comment m'y prendre. Ce sont pas vraiment des climato-sceptiques, ce sont des gens qui vont accepter si on leur dit que, enfin, si on leur décrit les conséquences du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, ils vont l'accepter. Ils vont dire, ok, le niveau de la mer, ok, les canicules, ok. Mais en fait, il y a un élément qui ne va pas jouer, c'est la perception de la vulnérabilité, parce que, par exemple, ils disent qu'ils ont assez d'argent pour finalement vivre avec leurs proches, avec leur cercle, correctement. Et donc, ils vont prendre ça finalement à la légère et là, faire du mal à savoir quel levier activer quand ils perçoivent la gravité du danger, j'ai l'impression, mais finalement, ils ne se sentent pas vulnérables. Et alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'irais peut-être du coup sur d'autres menaces. C'est-à-dire, par exemple, je donne l'exemple de la biodiversité. Donc là, on traverse la 6e extinction de masse. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'en miroir de l'effondrement de la biodiversité, on a un effondrement de notre microbiote. C'est pour ça qu'on parle d'une seule santé. C'est-à-dire que finalement, ce qui se passe dans le monde extérieur se reflète dans notre monde intérieur. Et donc, et là, typiquement, quand on parle de santé, d'alimentation, de choses comme ça, c'est quand même assez compliqué en gros, ce que je veux dire par là, c'est un peu cette phrase de Mandela qui dit « Parle-moi dans ta langue, je t'écoute, parle-moi dans ma langue, je te suis ». Il faut réussir à trouver l'axe. C'est-à-dire, par exemple, moi, je pense qu'il y a des personnes pour qui, par exemple, le climat, ce n'est pas le bon sujet parce qu'en fait, ça demande c'est trop abstrait. Par contre, quand on va, par exemple, certains, ça va être la biodiversité. D'autres, ça va être… Et même d'autres, en fait, ce qui va marcher, ce n'est pas tant les limites planétaires que les co-bénéfices du point de vue de la santé, parce que ce qu'on observe, c'est que souvent, ce qui est bon pour la planète est bon pour soi aussi. Par exemple, si j'ai 4 jours et que sur ces 4 jours, je vais traverser 4 fois la France, même si c'est en TGV, potentiellement, on sent que ce n'est pas bon pour moi, alors que si je passais 4 jours au même endroit plus ancré, potentiellement, ce serait bon pour moi. Enfin voilà, c'est pour dire que parfois, il faut même laisser tomber les limites planétaires. Il faut tout de suite aller sur ces questions plus sociales, humaines. Voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est jouer sur l'accord qui va parler à l'autre. Donc ça, il faut bien le connaître pour être capable de le faire. Merci, bonne aventure. Marie-G.
Oui, je cherchais le micro. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour ces échanges super riches. C'est vrai que le prochain webinaire, je veux bien que tu nous dises comment tu arrives à faire tenir tout ça en 3 heures. Et là, j'ai l'impression que je suis un peu hors sujet parce qu'on a parlé tellement d'autres choses. Moi, ce sur quoi je voulais rebondir, c'est sur ce que je disais, c'est pas la grande privation, c'est la substitution. Qu'est-ce qu'on propose? Voilà, alors je vais aller regarder ce qu'est la fresque des nouveaux récits parce que je le découvre à travers ce webinaire. Moi, je voulais partager, j'ai mis dans le chat là des recherches récentes sur la longévité des cités mayas qui montrent que les villes qui ont des agoras, des temples, des espaces où les gens se rencontrent, se retrouvent et font ensemble, elles ont duré plusieurs centaines, voire des milliers d'années, alors que celles qui n'avaient pas ces espaces-là ont duré moins longtemps. Un petit bouquin que j'ai partagé aussi, Trop d'inégalités nuit à la santé, je ne sais plus quelle est, l'inégalité nuit gravement à la santé, et c'est aussi bien pour alors c'est évident pour les gens les plus pauvres, hein, mais les gens très riches dans une société trop inégale, eh ben, ils ont peur du déclassement, donc ils sont en stress permanent, et puis ils sont tout le temps en rivalité avec leur alter ego. Et ce petit bouquin-là, dont je n'ai pas mis le lien, mais il faut que je le remette, c'est Tim Jackson, Prospérité sans croissance, et où il y a tout un chapitre, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais où il montre, comme dit Diane, on va devoir s'adapter, on va s'en prendre, que ce soit la crise énergétique, etc. Mais que les sociétés où il y a le plus de liens sociaux, c'est aussi les sociétés les plus résilientes et qui traversent les crises avec le moins de dégâts humains, etc. Donc, voilà. Bah, effectivement, tu verras, il y a pas mal de choses qui vont résonner avec la fresque des nouveaux récits, si tu l'as fait. Ok. Et puis la deuxième chose, peut-être en complément, moi, il y a quelque chose qui me fascine avec les liens sociaux, c'est aussi que j'ai découvert ça plutôt en lien avec la psychologie, c'est de se dire, en fait, c'est que plus une personne a des relations sociales de qualité, plus elle est capable de résister à des comportements addictifs. Et l'addiction, c'est l'inverse de la liberté. Et donc, c'est là aussi où on voit qu'il y a un enjeu, c'est-à-dire que typiquement, l'addiction, c'est aussi cette question voilà, c'est l'absence de liberté, peut-être on pourrait même dire la routine, etc. Et donc, en fait, plus on va être capable de développer des relations de qualité entre nous, plus finalement on va être capable d'être libre et plus on va être capable de changer le statu quo. Et c'est pour ça que je trouve vraiment cette question du lien social, en fait, est en définitive clé à plein de registres, quoi. Bon, voilà, c'était un peu un complément de ce que tu disais. Ouais. Et tu nous dirais 2 mots sur la fresque des nouveaux récits, si on veut la découvrir, où, quand, comment? Alors, peut-être en 2 mots, moi je dis, il y a 2 parties. Il y a une partie atelier fresque et une partie création de récits, donc de nouveaux récits. La première partie, il y a 3 intentions. La première, c'est de faire prendre conscience que l'espèce humaine est une espèce fabulatrice, c'est-à-dire qu'elle passe son temps à se raconter des histoires. 2, malheureusement, aujourd'hui, les histoires qu'on se raconte le plus, elles contribuent à freiner la transition. Et ça permet de comprendre en partie pourquoi est-ce qu'on en sait autant sur les ordres écologiques, notamment grâce au rapport du GIEC et de l'IPBES pour la biodiversité, et pourquoi on agit si peu. Et 3, bonne nouvelle, l'être humain n'est pas programmé pour détruire la planète et mettre en place des systèmes sociaux inégalitaires. Les nouveaux récits peuvent véhiculer des idées qui mettent massivement en mouvement et ainsi contribuer à accélérer la transition en crochetant les verrous. Donc ça, c'est la partie carte. Et après, la partie nouveaux récits, je ne vous spoile pas, mais l'idée, c'est que vous créez des récits en sous-groupe de 3 à 4 pour justement un petit peu jouer sur… Parce qu'en fait, on fait passer par les 3 étapes aussi. Et globalement, la partie création de récits, c'est le comment. Et il y a plusieurs parties d'eux. Il y a la fabrique des utopies réalistes, il y a les entreprises du monde d'après. Il y a un certain nombre de parties d'eux, parce que c'est la spécificité de la fresque des nouveaux récits, c'est qu'on peut imaginer plusieurs parcours pour accoucher de récits, selon les contextes. C'est bon, Marivé? Merci beaucoup. Avec joie. Et vous pouvez trouver c'est sur le site de la fresque des nouveaux récits, il y a tout ce qui, en complément, si ce n'était pas clair ou pas complet. Merci beaucoup, Marivé. Du coup, je vois Alex, tu as levé la main. Ouais, merci, c'était top. J'ai beaucoup appris comme à chaque fois avec toi. Moi, ma question, c'est un retour d'expérience sur, notamment en entreprise ou en tout cas en organisation, c'est-à-dire quand il y a une unité de sens dans le groupe, dans l'audience. Il y a quelques mois, moi aussi, je fais relativement fréquemment évoluer mon atelier de la fresque du climat. Et récemment, je me suis dit, j'en ai marre que les gens parlent de covoiturage et d'éteindre les lumières, les petites actions qu'on sait qu'on ne fait jamais. Et du coup, je me suis focusé, c'est une dizaine de derniers ateliers, à faire émerger une idée. Dire, voilà, vous êtes 15, 20, 30, 50, peu importe, qu'on fasse sortir l'idée qu'on pense qui va être le game changer. Commentaire. Qu'est-ce que t'en dis?
Moi, je trouve ça intéressant. Moi, j'avoue que maintenant, même ce que je fais pour la phase post-it, c'est un peu ce que tu fais, mais en fait, je fais les deux. C'est-à-dire que moi, déjà, je dis par exemple, je suis dans telle boîte, je dis, imaginons, on est en 2025, votre entreprise a fait partie des pionnières de la décarbonation de son secteur. Toujours cette idée de redire, en fait, si on ne s'en sort pas tous, en fait, on ne s'en sort pas. Donc, toujours penser, on va dire, sectoriel et pas juste sa petite entreprise. Et donc, je leur dis, par rapport à ça, vous allez sortir 2 types de post-it. Des post-it actions activables à court terme et des post-it actions à la hauteur des enjeux, mais qui du coup vont être activables à plus long terme. Comme ça permet à la fois d'éclairer l'horizon, c'est-à-dire de ne pas perdre de vue jusqu'où on va, c'est-à-dire la radicalité, c'est-à-dire aller jusqu'à la racine, jusqu'à la profondeur de là où on doit aller. Mais en même temps, ils ont quand même leurs premières actions à mettre avec ces actions activables à court terme. Parce que je trouve que c'est hyper important de leur donner ça en fin de phase post-it. C'est OK, il ne faut pas que je perde de vue mon cap. Il faut qu'on aille à cette profondeur-là. Sans ça, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Mais en même temps, il faut qu'ils partent avec des choses faisables dès maintenant. Et c'est pour ça que je trouve intéressant cette double catégorie de post-it, activable à court terme et activable, on va dire, à un peu plus long terme, mais à la hauteur des enjeux. Donc, c'est un peu ton game changer, tu vois, un peu ton… En tout cas, moi, je l'aurais un peu mis dans cette deuxième catégorie de post-it. Qu'est-ce que tu en penses? Merci. Ouais. Je pense qu'en fait, et c'est ce que j'ai essayé une fois ou deux, je vais peut-être l'ancrer, ça. C'est le fait de dire, c'est quoi la plus grosse action à 5-10 ans, enfin bref, le truc, le game changer, et c'est quoi la toute première action que vous pouvez faire dans cette direction-là, quoi. Et puis C'est peut-être quoi, the very next step, quoi, Ouais. la première chose que vous pouvez faire dans ce sens-là, le premier pas. Je ne sais pas si c'est une pratique que vous faites, mais moi, comment je gère cette séquence-là? Souvent, j'ai tendance à dire commencer tout seul. Après, je les mets en trinôme pour aller plus loin. Parce que du coup, d'abord, ils ont creusé tout seuls. Après, ils se sont mis à 3. Et après ça, je recommande à chaque groupe de sélectionner là où les 2 meilleures idées par catégorie. Et après, en plénière, on ne met sur la matrice que les meilleurs des meilleurs. Parce qu'en fait, sans ça, voilà, ça permet de faire un peu un entonnoir et en même temps d'avoir ces différentes phases. OK. Merci. Merci à toi, Alex, pour ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou sans ça, je vois que tout le monde, ou sauf si Antoine, tu avais… Parce que je vois que ta main est encore levée, mais sans ça, je vais vous libérer pour aller manger. OK, en tout cas, c'était un grand plaisir. Et moi, ce que je vais faire, c'est qu'assez rapidement, je vais essayer de mettre cette vidéo sur Accessible, comme la précédente. Et comme ça, vous pourrez aussi, si vous voulez, la partager à d'autres. Là, moi, je sais qu'il y avait pas mal de gens qui s'étaient inscrits et du coup, je sais que je vais vous envoyer un mail à tout le monde en disant, dès que j'aurai fait le lien, pour la retrouver et pour les personnes qui n'auraient pas pu participer puisqu'il n'y avait pas de la place pour tout le monde. En tout cas, très, très bonne continuation à toutes et tous. Et puis, à bientôt, soit pour une fresque, pour un autre atelier, pour d'autres choses. En tout cas, c'est un plaisir. Comme je dis, moi, ce que j'aime beaucoup dans cet écosystème, c'est que moi, à titre personnel, je sais que je me déconditionne. Au début, j'avais tendance, parce que j'ai fait plein d'études un peu élitistes, à tout garder pour moi. Et en fait, au fur et à mesure, j'apprends à lâcher. Et du coup, je trouve que c'est hyper, même pour se transformer soi-même, d'être dans ces… C'est en coaching, on nous dit, enfin, c'est un truc que j'ai retenu, c'est on nous dit on est la somme des 3 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Et donc, je sais que plus je passe du temps dans cet écosystème, plus je me transforme dans une direction qui me plaît. Donc, merci pour ça. Et du coup, très bonne soirée à vous et à une prochaine. Merci, bonne soirée.